Au sommaire de cette émission, comme chaque mardi, en deuxième partie d'émission, vous allez pouvoir revivre Club Basket, l'émission consacrée au basket sur notre territoire. SQBB contre Évreux, c'était un très très gros match. ITV, du coach, des joueurs, du public, plein d'exclus à découvrir tout à l'heure en deuxième partie. Et puis on va aller à Moudelaine à la rencontre des collégiens parce qu'ils mènent l'enquête dans le cadre d'une opération scientifique, j'en dis pas plus. Et puis on va laisser la parole à Fabrice, il revient pour vous et pour nous sur la sécurité en deux roues. Mais avant tout ça, comme chaque émission, on va laisser la parole à Loïc qui nous présente l'émission JT Info Service de votre territoire. Alors Loïc, qu'est-ce qu'on fait de beau en ce moment ici à Saint-Quentin? À toi Loïc. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du mardi 15 octobre au Centre Social Europe. Ce mardi, comme chaque troisième mardi du mois, le Centre de promotion de la santé de l'Aisne organise une séance de vaccination gratuite pour les adultes et les enfants de plus de 6 ans, accompagnés de leur représentant légal. Les vaccins sont fournis gratuitement et vous devez y aller avec votre carnet de santé de préférence. D'autres informations et renseignements au 03 23 57 70 40. Ce soir, l'Association française pour les enfants précoces vous a préparé une conférence sur le thème de la précocité intellectuelle avec des intervenants spécialistes de la question. Si ce thème vous intéresse, rendez-vous à l'espace Matisse, 1 rue Théophile Gautier à Saint-Quentin de 19h30 à 21h30. L'entrée est libre, mais l'inscription est recommandée par SMS au 06 60 56 57 96 ou bien par mail à feb02@yahoo.fr. Le musée des papillons a prévu un atelier sur le thème d'Halloween ce mercredi de 14h à 16h. Les enfants de 8 à 12 ans feront une rencontre avec les araignées. Ce mercredi à 20h30, l'humoriste magicien Éric Antoine sera en représentation au Splendide. Après s'être fait connaître grâce à la première saison de La France a un incroyable talent, il a réussi à imposer son style unique et révolutionner la magie et le one-man show. Il sera présent à Saint-Quentin pour 1h30 de spectacle sous le titre Mystérique, qu'est-ce que la magie? Réservation sur Ticketnet ou auprès de la billetterie de l'espace Saint-Jacques. La Maison de la Culture et des Loisirs de Gauchy vous invite à une exposition de Michel Krakowski, artiste plasticien bien connu dans le Saint-Quentinois, qui s'approprie des suites abstraites de dessins ou de pigments en revisitant certaines tendances de l'art en général. Cette exposition sera en place jusqu'au 20 novembre, du lundi au vendredi, de 10h à midi et de 14h30 à 18h30, et le samedi de 14h à 18h. Cet après-midi aura lieu au Center Parcs de l'Aisne la deuxième édition du Rendez-vous des entreprises Passion d'entreprendre organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne. Ce rendez-vous compte déjà plus de 300 inscrits. Si vous n'avez pas encore votre place, il est encore possible de vous inscrire ce matin auprès de la CCI de l'Aisne au 03 23 06 02 02. Dans le bus, Bertrand vous emmène sur une scène de crime, fictive bien sûr, au collège de Moïdelaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. À demain. Allez, on part maintenant tout de suite direction le collège de Moudelaine où s'est déroulée une véritable enquête policière en compagnie des spécialistes mais aussi de l'IUT. Plein d'acteurs étaient présents pour mettre en avant une expérience. C'est une expérience qui s'appelle Découverte scientifique au collège. Voilà, j'en dis pas plus. On était à leur rencontre la semaine dernière. Regardez. Venez voir, je crois que c'est là que ça se passe, venez voir. Le lieu a été balisé, marqué, on se croirait dans un véritable film policier. On va pousser les détails au maximum. Alors bien sûr, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de meurtre, c'est une expérimentation, on a bien compris. Voilà comment, grâce à ce type d'expérience, les jeunes vont mieux se rendre compte de ces filières scientifiques. Suivez-moi.
Xavier, merci beaucoup de nous accorder un peu de temps parce que là, l'action est derrière nous et il y a beaucoup de choses qui se passent. On va expliquer un peu tout ça. Tu es enseignant, tu es responsable de la licence à l'IUT, c'est exact? C'est tout à fait exact, oui. Et j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que c'est que cette action qui se passe aujourd'hui dans un collège. Pourquoi tu es venu dans ce collège? Alors la venue aujourd'hui dans ce collège, ça se fait dans le cadre des cordées de la réussite. Donc c'est un dispositif qui permet de découvrir les différentes filières scientifiques du collège à l'université. Et donc aujourd'hui, l'atelier se fait donc sur les filières de la police scientifique. Alors les cordées de la réussite, c'est une action nationale? Alors les cordées de la réussite, c'est une action nationale. C'est organisé par le ministère de l'enseignement supérieur. Et c'est justement donc ça se traduit soit par de l'accueil de collégiens dans des universités, dans des filières, ou alors, comme ici, dans des actions groupées, communes. D'accord. Alors quel public est-ce que ça concerne? Alors là aujourd'hui, donc, ça concerne les publics de 4e, classe de 4e dans le cadre d'un atelier scientifique. Mais il faut voir aussi qu'ils sont encadrés par des élèves de 3e année après le bac de licence. Alors donc on crée des vraies liaisons entre les élèves de 4e et les élèves de l'IUT, on va y revenir dans quelques instants. Est-ce qu'il existe des actions ponctuelles? Ça oui, mais il me semble que vous à l'IUT, vous êtes allé encore beaucoup plus loin en fait. Disons que la particularité des actions dans le cas de la cordée de l'université de Picardie, réussir des études du collège à l'université, c'est parce qu'on englobe à peu près 14 établissements. Il faut savoir que 14 collèges et lycées que nous on accueille ou on se déplace dans les établissements pour ce type d'action, c'est une grosse organisation. Alors l'objectif pour vous c'est quoi? L'objectif pour nous, c'est déjà de faire connaître les différentes filières de l'enseignement supérieur dans la filière sciences. Parce que il faut savoir quand même que les filières sciences, ces dernières années, sous le terme science, c'est quelque chose qui fait peur. Voilà, tu as tout à fait raison. Et c'est pour montrer que tout ce qu'on peut faire en sortant d'études scientifiques. Alors toi, par exemple, dans tes anciens élèves, il y en a qui ont intégré la police scientifique? Eh oui, j'ai la chance d'avoir 2 anciens étudiants qui ont intégré justement le laboratoire de police scientifique à côté de Paris. Comment les élèves de 4e réagissent quand ils viennent à l'IUT? Quand ils viennent à l'IUT, disons, la première chose qui les étonne, c'est l'établissement. Parce que c'est vrai qu'ils sont habitués à être dans des salles de travaux pratiques, qui font aussi salle de cours. Mais la particularité à l'IUT, c'est que justement, il y a des salles de cours où il y a que des tables et des chaises. Et tout de suite après, on est dans des laboratoires, des laboratoires d'analyse ou des laboratoires de recherche. Et c'est une autre dimension pour eux. Ça permet de voir ce qui se cache derrière le terme université, justement. Voilà, donc ça leur donne une meilleure compréhension. C'est pas simplement un amphithéâtre dans lequel on est assis et on apprend des cours. Ah non, c'est plus. Il y a tout. On va dire, ça existe encore les amphithéâtres, mais de plus en plus, on se tourne justement vers ce système de travaux pratiques, justement, pour mettre en pratique ce qui a été vu en théorie. Alors on a vu aujourd'hui qu'il y avait beaucoup d'équipements qui avaient été ramenés par tes soins. Ce sont des équipements que vous possédez au sein de l'IUT? Alors ce sont des équipements qui ont été achetés dans le cadre justement du dispositif des cordées de la réussite, mais ce sont des équipements dont on se sert de temps en temps. Oui. Alors la démarche d'aujourd'hui c'est quoi? Il s'est passé quoi ici aujourd'hui? Alors il s'est passé quoi ici? Il y a eu une effraction. D'accord. Et là, les collégiens sont en train de, comme on peut le voir derrière moi, ils sont en train de relever les différents indices. Donc ce sont des petits policiers scientifiques en herbe. Et le but, c'est qu'après, ils vont remettre tout ça ensemble, tout ce qu'ils ont trouvé. Toi, ton objectif, c'est que ces indices qui soient relevés de manière la plus neutre possible, qu'on les pollue pas. Non, voilà, la plus neutre et la plus réaliste possible. D'accord. Puisqu'il y a eu l'appui des techniciens de la police scientifique qui ont guidé justement pour vraiment se mettre dans les conditions réelles. Alors, on va faire ces relevés, donc on prélève des échantillons, c'est bien ça? C'est ça, on prélève des indices. Donc tous les indices sont numérotés, sont photographiés à l'endroit avec ce qu'on appelle des cavaliers, justement, avec numérotés, comme dans les séries policières, c'est la même chose. C'est un vrai film. C'est un vrai film. Et ensuite, comme je te disais, quand l'enquête aura progressé, là, il va y avoir donc, des scanners 3D aussi pour voir des prises d'empreintes de pas. Et tout ça, ça va être investigué, décortiqué pour avoir plusieurs suspects. Et alors, donc, dans ces indices, on va aller chercher quoi? Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher des empreintes.
Des empreintes des digitales. empreintes digitales. D'accord. On va aller chercher aussi des traces de sang, savoir si c'est du vrai sang ou pas du faux sang, parce qu'on a peut-être affaire à un petit marrant qui a mis exprès des taches rouges en disant « Ah, je me suis coupé » alors que c'est pas vrai. Ah oui. Est-ce que c'en est Ah du oui. vrai, est-ce que c'en est du Ah faux, ouais. on sait pas. Ensuite, ils vont aussi caractériser, donc voir un petit peu quel type d'empreinte de semelle ce coup-ci. À quoi, quel type de marque de bottes ou de chaussures de sécurité ça peut correspondre. Ensuite, une fois que ces empreintes ont été... tous ces indices ont été relevés, on va se retrouver chez vous. Voilà, on se retrouve à l'IUT, donc une fois que l'enquête aura bien avancé ici, tout le petit monde vient à l'IUT, tous nos policiers scientifiques en herbe, et là on fera justement le séquençage ADN pour caractériser et dire voilà, c'est Monsieur X le suspect. Alors, le séquençage ADN, c'est-à-dire que vous avez les équipements pour faire ça. On a ce qu'il faut pour faire le séquençage ADN. Bon. Mais par un système d'électrophorèse. On peut faire le séquençage. Passionnant. Merci beaucoup, Xavier. Merci aussi. Merci. Out here in the field, I fight for my meals. I get my back into my living. Alors, je suis en compagnie de Françoise. Françoise, tu es la principale de ce collège. On est à Moudelaine. Comment s'appelle ce collège ? Collège Suzanne Dutch de la Meurthe. Et nous sommes heureux d'accueillir 350 élèves dans ce collège. Alors, ici, aujourd'hui, il se passe une action. On est dans le cadre d'un atelier scientifique. Dans quel contexte a lieu cet atelier scientifique ? C'est un programme scolaire ? Non, c'est un projet innovant qui regroupe des élèves qui sont issus de plusieurs classes de 4e et qui, 2 heures par semaine, se consacrent à un travail spécifique sur les sciences. À savoir qu'ils ont une scène d'investigation scientifique et ils mettent en place un certain nombre d'exercices qui vont permettre d'utiliser ce qu'ils ont appris en cours de sciences, donc en physique, en technologie, en SVT, et ils le réutilisent pour un cas concret qui leur est soumis par leur professeur. Alors, ces élèves sont des volontaires ou ce sont... Oui, ce sont des élèves de 4e, donc il y a 16 élèves qui sont volontaires pour mener cette action. D'autres ont choisi le cinéma et d'autres le cirque. Et eux ont choisi les expériences scientifiques pour approfondir leur travail scolaire. Alors, dans le cadre de la formation des élèves ici, en fait, chaque élève, à un moment donné, participe à un atelier, soit scientifique, comme on disait, soit... quel est l'objectif de cette participation à des ateliers ? Il s'agit surtout de développer la curiosité des élèves tout en leur proposant des applications concrètes par rapport à leur cours et faire en sorte que quelque part ils aient une curiosité qui va les mener petit à petit vers des choix d'orientation qui mettent en avant leur goût et le fait de pouvoir expérimenter des éléments concrets sur des éléments concrets leur permet aussi un peu de dire voilà, je préfère plutôt le domaine scientifique ou plutôt un domaine plus artistique ou plus littéraire. Alors avant et encore, il y a les stages en immersion dans les entreprises qui permettent aux jeunes collégiens de se rendre compte de la réalité de certains métiers. Là, on reste dans leur établissement et c'est plutôt l'inverse. Ça veut dire qu'on va amener les métiers ici, un peu en quelque sorte, mais de manière plutôt très ludique. Qui a eu cette idée ? Ce sont les professeurs, ce sont Monsieur Le Sec et Monsieur Babilotte qui ont choisi justement de donner vie à leur matière et de chercher à dire voilà, si vous faites des études scientifiques, voilà les métiers auxquels vous pouvez vous préparer. Et à partir de là, avec les partenariats avec le lycée de la Ramée ou l'IUT de Saint-Quentin, on est arrivé à construire des exercices qui vont aussi faire la promotion des filières scientifiques qui sont proposées dans ces établissements. Parce que l'action va durer tout au long de l'année scolaire, avec des étapes différentes, avec même des déplacements, et les collégiens vont aussi sortir de l'établissement pour aller à la rencontre Ils vont des visiter le lycée La Ramée, avec en particulier le labo de physique, et ils seront amenés au 3e trimestre à aller à l'IUT, et là justement bénéficier des installations de l'IUT.
notamment pour un séquençage ADN, du matériel qu'ici nous n'avons évidemment pas. Forcément, c'est pas votre métier que de faire des séquençages d'ADN. Absolument pas. Allez, je vous emmène à la découverte de ces jeunes professionnels, de ces jeunes de l'IUT, en compagnie de leurs enseignants et aussi à la rencontre de ces collégiens qui sont sur cette scène de scientifique, d'investigation scientifique, c'est bien ça? Allez, suivez-moi, on va aller voir ce qui se passe. Out here in the field, I fought for my meals. On est en train d'enquêter sur une scène de crime. Une scène de crime ici? Oui. Alors c'est pour du vrai ou c'est pour du faux? Je pense que c'est pour du faux, c'est Tu mis penses en que c'est pour scène. du faux? Alors comment cet atelier s'intègre tout au long de l'année dans votre cursus scolaire? Dans le reste de tes cours? Comment ça s'intègre? Ça fait partie Bah, de tes cours, ça? Oui, c'est que le lundi, mais c'est pas grave, c'est jusque 5 heures. Comparé aux autres, qu'ils ont des cours normaux, nous on a ça en plus. Alors qu'est-ce que ça t'a amené parce que tu es volontaire pour cet atelier? Pourquoi tu t'es positionné en tant que volontaire? Parce que moi, déjà à la télé, quand je vois NCIS et tout, j'adore. Alors ça m'a dit, je vais le faire puisque j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Puis après, j'ai été sélectionnée, j'étais contente. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu as découvert? J'ai été sur la scène de crime et après j'ai découvert des objets et après on va les analyser. Ouais. C'est bien, je suis contente, c'est bien. Tu es en train de pratiquer un peu le métier que tu veux faire plus tard? Oui. Je sais pas si ça va être comme ça plus tard, mais au moins c'est déjà un peu une expérience entre parenthèses. Ouais. Pas en vrai, mais au moins on s'amuse. Alors là, tu es encadré par tes enseignants, par aussi la gendarmerie, par aussi l'IUT et les étudiants de l'IUT qui font les études que toi tu voudrais faire dans quelques temps. Est-ce que tu as échangé un peu avec eux? Non, mais j'ose pas. Tu oses pas? Non. Mais je me renseigne déjà. Déjà, je regarde bien comparé aux experts et tout pour bien savoir ce que je vais faire. Puis je pense que je vais faire ça. Qu'est-ce qui t'attire dans ce métier? Pouvoir aller sur une scène de crime, pouvoir arrêter de coupables et surtout analyser tout ce qui se passe. Est-ce que tu sais quel type d'études il faut faire pour ça? Non. Non, pour l'instant tu sais pas du tout. Non. Mais ça te motive, quelle que soit la difficulté, de dire voilà, je sais maintenant ce que j'ai envie de faire. C'est ça? Ouais. Tu peux nous le redire? J'ai envie de pouvoir être enquêteuse car ça me plaît. Puis au moins je serai contente de mon métier même si c'est dur. Merci. On est ici dans une salle de classe, on est en train de vivre une expérience inédite. Tout à fait. Dans le cadre d'un atelier scientifique qui lui-même est inédit. Est-ce que tu peux nous parler de ce dispositif expérimental? Alors avec mon collègue Christophe Lesec, professeur de technologie, on a eu l'idée à partir de mars 2013 de créer ce dispositif pour associer pluridisciplinarité et puis aussi pédagogie, tout ça avec un certain caractère ludique. Chaque semaine, les élèves de 16 élèves de 4e se réunissent pour préparer les différents éléments de cette scène de crime qui est aujourd'hui fictive. Cet après-midi, ils travaillent dessus d'ailleurs. Ils ont créé des plots jaunes, ils ont créé les badges, ils ont créé différentes étiquettes, des autocollants scellés. Et aujourd'hui, donc, ils mettent tout en œuvre, ils utilisent le matériel qu'ils ont fabriqué, d'autres qu'on a acheté, qu'on a réunis, pour justement résoudre une enquête. Tous les indices sont aujourd'hui récoltés et vont être analysés dans les semaines à venir, puisque c'est un projet qui dure toute l'année scolaire. Alors on a le sentiment d'assister à un jeu, mais derrière il y a un dispositif pédagogique très important. Hein. Effectivement, car le but c'est de motiver les élèves, de garder une certaine motivation et ne le cachons pas, essayer d'améliorer encore leurs résultats scolaires, les accrocher, leur donner un certain goût aux sciences et de les orienter pour un lycée vers une filière qui est générale et qui plus est scientifique. Aujourd'hui, quand on parle science et scientifique aux jeunes de 12, 13, 14 ans, il y a un certain frein? Vous croyez? Non, je te demande, il y a un certain frein ou pas? Ce que demandent les élèves, c'est surtout Alors je demande ça à un prof de caractère... physique, il va forcément me dire le contraire. Ce que demandent les élèves, c'est surtout un caractère expérimental, c'est-à-dire manipuler, être au contact de la matière. Et c'est justement ce que font les élèves chaque heure durant ce dispositif de l'atelier scientifique.
Alors moi je me souviens de mes années lycée à moi, et j'ai fait aussi une filière scientifique, et dans nos filières scientifiques il n'y avait que des garçons. Et là je suis très surpris, la mixité est parfaitement représentée. Eh ben, c'est justement ce qu'on a souhaité avec mon collègue, c'est de prendre autant de garçons que de filles dans le cadre de ce dispositif, mais au niveau des élèves qui étaient volontaires pour s'y inscrire, c'était pratiquement respecté déjà. La présence de l'UIT pour encadrer, je comprends, mais pourquoi les gendarmes sont là? Alors les gendarmes, c'est Monsieur Renaud de la BPDJ qui intervient souvent pour faire des interventions dans l'établissement, qui nous a permis aujourd'hui d'avoir des TIC, des techniciens en identification criminelle, qui investissent de véritables scènes de crime pour aller relever des empreintes, c'est leur job de manière quotidienne. Ils ont partagé il y a quelques jours avec nous leur vécu, ils ont montré leur véritable matériel, leur mallette. Et c'est bien d'avoir un petit peu à partager avec des professionnels un regard de ce qui est fait aujourd'hui, comme vous dites, avec un certain caractère ludique. Ils sont autonomes en fait là. Ils ont envie de travailler, Oui. ils ont envie de faire leur action. On voit le sérieux et l'implication qu'ils mettent quoi. C'est comme ça dans toutes les matières, tout le temps. Eh ben, c'est ce qu'on souhaiterait avoir. Merci. Out here in the field, I fight for my meals. I get my back into my living. Allez, on passe tout de suite à la question du jour. Aujourd'hui, forcément cette saison, mais c'est pour ça qu'on les choisit, les questions. C'est l'automne. À quoi ça vous fait penser l'arrivée de l'automne? Moi, rien. Les feuilles qui tombent, par exemple. L'arrivée de l'automne, vous pensez à quoi? Ça cueille. Les feuilles mortes. L'hiver approche, le froid, Halloween, les citrouilles. Froid. Tomber des feuilles. Les marrons, parce que c'est très joli à voir, la chute des marrons ou des châtaignes. On peut aller en ramasser en plus. Les feuilles, la forêt. Les balades en forêt, les châtaignes. L'approche de l'hiver. Ça caille, hein. Au marron. Pourquoi vous voulez... Ouais, parce que j'aime ça, c'est la saison. Automne Le potiron, les champignons, tout ce qu'on se mange, tout ce qui se mange. Les feuilles tombent. La pluie. Halloween aussi. Au mauvais temps. Feuilles mortes, beaux tableaux. On Beaux peut tableaux, faire c'est-à-dire des tableaux de feuilles mortes. On peut faire beaucoup de choses avec. C'est bientôt l'hiver. Automne. L'arrivée de l'automne. Je sais pas, au mauvais temps peut-être. Au froid. Il y a la châtaigne, il y a la pomme, il y a le raisin. Le raisin, un peu de tout. Hein. Les pommes, ça je le sais. Après, je fais pas attention. J'en achète quand j'ai envie, c'est tout. Aux feuilles qui tombent. Je sais pas, au mauvais temps. Il y a quelque temps, on est allé à la rencontre de Fabrice Leroy. Il nous parlait de sécurité et de déplacement à vélo. Alors, les plus petits, mais aussi les plus grands, sentez-vous concernés par cette action, par cette information. On va donner la parole à Fabrice. Et faites attention, les déplacements à deux roues peuvent parfois être très dangereux. Alors, il suffit simplement d'être bien protégé, bien habillé et bien visible, surtout en ces périodes où la luminosité baisse. Redécouvrez ce sujet que vous ne manquerez pas de revoir sur ma télé. On ne badine pas avec la sécurité. Fabrice, merci beaucoup de nous accorder quelques instants. Tu es policier municipal ici à Saint-Quentin. L'objectif de ce sujet, c'est de sensibiliser les plus petits, les plus grands au danger des deux roues. Ils sont de plus en plus utilisés par nos jeunes collégiens, entre autres, qui utilisent les vélos pour se rendre à l'école et rentrer à leur domicile. C'est un moyen de locomotion pratique, économique, écologique, mais ça nécessite, on ne va pas dire dangereux, ça nécessite simplement quelques conseils, un peu de bon sens et mettre de côté un petit peu le visuel, la mode, pour être plus en condition de sécurité. C'est bien ça, hein. Le vélo, c'est pas dangereux en soi, il faut juste
faire preuve de bon sens. Tout à fait, Bertrand. Non, le vélo n'est pas dangereux en soi, c'est l'utilisation que l'on peut en faire et les précautions que l'on doit prendre, évidemment, pour être dans les meilleures conditions possibles sur son vélo. Voilà. Alors pour être dans les meilleures conditions possibles sur son vélo, ça veut dire qu'un vélo, d'abord, a des équipements qui sont dits obligatoires. Ça veut dire sanctionnables par la loi. Tout à fait, oui. Lesquels ? Alors, il y a donc tout ce qui permet d'être vu et de voir, hein, comme je dis souvent à nos collégiens. Rappelez-vous d'une chose, demandez-vous si vous êtes vu et si vous voyez bien ce qui se passe. Donc forcément, tout de suite, on pense à la lumière obligatoire sur l'avant, hein, de couleur blanche, sur l'arrière de couleur rouge, et de pair avec ces lumières, ce qu'on appelle un réfléchisseur, catadiop, hein, pour le nom officiel, qui va être blanc également à l'avant, qui va être rouge sur l'arrière. Et nous allons retrouver ces catadiopes toujours dans le but d'être mieux vus sur la roue avant, sur la roue arrière, et sur les pédales également, obligatoire. D'accord, ce qui nous donne la possibilité d'être vu en frontal, mais aussi en latéral, grâce aux éléments qui sont sur les roues. Hein. Tout à fait. Alors, les vélos sont-ils tous vendus conformes à cette réglementation aujourd'hui ? Ils sont tous vendus conformes à la réglementation. Tous. Sauf que, des fois, c'est des vélos que j'ai récupérés chez mon grand-père ou mon petit frère. Et là, il faut bien vérifier que les organes de sécurité que tu nous as dit là sont présents. Oui. Deuxième point, ces lumières, il faut qu'on vérifie quand même s'ils fonctionnent. Tout à fait, oui, parce que ce n'est pas... c'est pas juste d'avoir la lumière sur le vélo, il faut qu'elle fonctionne, évidemment. Alors être vu, Fabrice, c'est bien, mais éventuellement pouvoir avertir de sa présence, c'est important aussi. Ouais, c'est tout à fait très important, Bertrand. Et dans les éléments obligatoires sur le vélo, il y a l'avertisseur sonore ou la sonnette ou le klaxon, les enfants l'appellent différemment, qui est obligatoire évidemment pour se signaler en cas de danger. Fabrice, de plus en plus de vélos sont très stylisés, n'ont plus de porte-bagages. Et quand j'ai un sac dans le dos, est-ce que je suis un peu déséquilibré, surtout qu'on dit que les cartables sont de plus en plus lourds ? Oui, bien entendu. Là encore, c'est une question de logique, hein, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a beaucoup de logique en fait en vélo. Hein. Bien entendu que si on n'a pas de porte-bagages et qu'on a un sac d'école assez lourd, hein, comme on peut l'entendre ça et là, ça va forcément vous déséquilibrer, puisque rien que pour monter une côte, hein, pour prendre l'exemple, vous allez vous dandiner sur le vélo, vous mettre en danseuse, comme on dit dans le jargon. Forcément, si votre sac est lourd, il va vous déséquilibrer et ça représente forcément un danger, forcément. Voilà, il faut vraiment faire appel à notre bon sens quand on fait du vélo. Il faudra avoir un porte-bagages. Voilà. Un porte-bagages. Et si je peux rajouter quelque chose sur le porte-bagages, attention, un porte-bagages, c'est fait pour porter des bagages. Pas pour porter un petit copain ou une petite copine. Voilà, ça on n'a pas le droit. C'est interdit. Un vélo, c'est une seule personne. Une seule personne. Voilà, c'est homologué pour une seule personne. Voilà. Alors, on ne sait pas, mais quand je roule en vélo, j'ai les mêmes obligations que n'importe qui roule sur la voie publique. Hein. Ça veut dire que les feux rouges, les sens interdits, tout ça, je peux être verbalisé. Hein. Y compris à pied même. Alors, je vais juste amener un petit bémol en ce qui concerne les sens interdits. Il y a donc la législation qui date de 2011 qui autorise les vélos à prendre des sens interdits dans les zones 30. Je dis bien dans les zones 30. Il y a des panonceaux qui sont apposés par les municipalités sous le sens interdit, où il y a un vélo qui est mis sous forme de panonceau. Voilà. Donc là, ils ont l'autorisation d'emprunter ces zones interdites, ce sens interdit, en zone 30 uniquement. Uniquement en zone 30. Sinon, pour le reste, c'est pas parce que je suis en vélo que j'ai le droit de griller un feu rouge. Non. Bien sûr que non. Je dois respecter le code de la route comme tout un chacun. Oui, parce que le vélo est un véhicule, est considéré au regard du code de la route comme un véhicule. Vous ne pouvez pas téléphoner en conduisant un vélo. C'est complètement interdit. On n'a pas le droit de téléphoner en conduisant un vélo. Non, puisque votre attention n'est plus sur ce qu'il se passe autour de vous, hein, sur votre conduite, mais sur votre conversation. Donc vous ne pouvez pas conduire un vélo en téléphonant. C'est impossible, c'est interdit par le code de la route. On voit beaucoup de jeunes et de moins jeunes rouler sur les trottoirs. Ça, c'est autorisé ? Alors, on peut rouler en vélo sur les trottoirs jusqu'à l'âge de 8 ans. D'accord. Au-delà de 8 ans, on ne peut rouler sur les trottoirs en vélo. Là, j'amène également un petit bémol, sauf si sur le trottoir en question, une bande cyclable a été tracée. Là, vous pouvez l'emprunter même si vous avez plus de 8 ans. Mais la loi dit, jusqu'à 8 ans en vélo sur les trottoirs, c'est possible. Au-delà de 8 ans, s'il n'y a pas d'aménagement spécifique, on n'a pas le droit.
Alors Fabrice, on voit de plus en plus de pistes cyclables ici à Saint-Quentin et c'est tant mieux, mais il faudrait qu'il y ait de plus en plus d'automobilistes qui les respectent. Alors vous savez que ce soit à Saint-Quentin ou dans d'autres villes où j'ai eu la chance de travailler, c'est un phénomène que l'on constate partout. C'est vrai que les automobilistes ne respectent pas forcément les pistes cyclables. Voilà, donc on roule dessus, parfois on se stationne, ce qui est fortement interdit, mais bien entendu. Parce que ça crée un gêne, le vélo est obligé de déboîter. Voilà, un danger pour le vélo. Donc, comme vous le dites judicieusement, il est obligé de déboîter sur la chaussée. Et là, ça peut générer un accident. Donc, aux automobilistes qui nous regardent, ne vous stationnez pas sur les pistes cyclables ou sur les bandes cyclables. C'est verbalisable, tout à fait, par les forces de l'ordre. Est-ce que je peux accrocher mon vélo n'importe où, à du mobilier urbain ? Vous pouvez accrocher votre vélo aux emplacements prévus. On est encore comme dans le bon sens, quoi. Voilà, c'est ça, on est dans le bon sens. Donc accrocher son vélo à un poteau d'éclairage, c'est pas fait pour ça, quoi. C'est pas fait pour ça. Voilà. C'est pas fait pour ça. Donc encore une fois, il faut respecter le mobilier urbain qui nous entoure. Tout à fait. Et utiliser les éléments qui sont prévus à cet effet. Et il y a des emplacements de parking pour les vélos qui sont prévus. Ça se développe de plus en plus. Alors, Fabrice, quand je vais faire du ski, je mets des bottes, une combinaison, des gants. C'est normal ? C'est normal. Bon, c'est normal. Ça me semble normal. J'imaginerais. Quand je fais du vélo, là, il n'y a pas d'obligation de mettre des bottes, des gants. Et quand je vais faire au ski, personne ne me l'oblige. Non. C'est comme le vélo. Personne ne nous oblige à porter le casque, en fait. C'est bien ça ? Ça ne fait pas partie des équipements obligatoires. Non. Mais le bon sens est là. Voilà, c'est le bon sens qui parle. Effectivement, la législation ne prévoit pas que l'utilisateur d'un vélo doit obligatoirement porter son casque. C'est fortement conseillé. Simplement, l'obligation du casque se fait pour les gens qui pratiquent le vélo en compétition, où là, tous les compétiteurs doivent porter le casque, obligatoire. Mais dans la vie de tous les jours, pour le cycliste de la semaine ou du dimanche, comme moi, j'ai pas obligation de porter un casque. Mais bien entendu, le bon sens et la logique veut que je le porte en cas de chute pour nous préserver, car nous n'avons pas de carapace, il n'y a rien autour de nous. C'est pas comme un véhicule motorisé à 4 roues, où là il y a. Si on tape un petit peu, ça fait un peu de bosse sur la carrosserie, il y a la carrosserie, mais nous, là c'est nous directement. Là c'est nous directement, et les chocs diverses et variés à différents endroits du corps peuvent occasionner des traumatismes graves, voire irréversibles. À l'arrêt. Rappelons que chez les jeunes, et vous allez voir dans le sujet qu'on va vous diffuser pour vous sensibiliser, chez les jeunes, la partie du corps qui pèse le plus lourd, c'est la tête, jusqu'à l'âge de 7-8 ans je crois. La partie du corps la plus lourde, donc c'est la tête, et en cas de chute, c'est la tête qui en premier vient toucher le sol, puisque c'est la partie la plus lourde. Et une chute à l'arrêt peut générer des traumatismes crâniens, et donc il faut être très 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 vigilant. Le traumatisme crânien n'a pas de séquelles. En fait, ça a des séquelles, mais je veux dire, ça ne se voit pas de l'extérieur. C'est pas visible. C'est pas l'élocution, là où on se rend compte que... petit à petit, et c'est là que ça va se déclencher dans le temps, quelques semaines, quelques mois après, ou voire instantanément, par une hémorragie. Donc, il faut faire très très attention dans vos déplacements. Est-ce que le fait d'avoir un casque, c'est suffisant, ou est-ce que ce casque ici, il faut le faire contrôler ? Alors, je dirais que le vélo, on le pratique en toute saison évidemment, mais principalement lorsqu'il fait beau, le printemps, l'été. Donc on voit des jeunes et des moins jeunes pratiquer en short, en maillot, voilà, et sans aucune protection. Donc moi, ce que je conseille fortement, c'est de s'équiper de coudières et de genouillères. Pourquoi ? Parce qu'en cas de chute, vous vous retrouvez aux urgences de l'hôpital, et si vous avez chuté sur des gravillons par exemple, il faut les retirer à la pince épilée. Et là, je peux vous dire que c'est loin d'être agréable. Pour avoir fait des chutes quand on était plus jeune, en vélo... Hier. Et ben, je peux vous dire que ça fait mal, et t'as raison, il vaut mieux prévenir que guérir. Exactement. Tout à fait. Fabrice, le port du gilet jaune, est-ce obligatoire en vélo ? Alors, le port du gilet jaune est obligatoire en vélo uniquement hors agglomération, la nuit, et si les conditions atmosphériques ne s'y prêtent pas. C'est-à-dire que s'il y a du brouillard, s'il pleut fortement, s'il y a de la grêle, s'il neige fortement, il est obligatoire hors agglomération, même la journée. Et si les conditions sont bonnes,
il est obligatoire hors agglomération la nuit. En agglomération, là encore, il n'est pas obligatoire, mais là encore, évidemment, je le conseille fortement, bien entendu. On habite Saint-Quentin, bien sûr. On arrive dans les périodes hivernales, brouillard, pluie. La visibilité des automobilistes étant réduite, autant attirer leur attention. Toujours donc se poser cette question, est-ce que l'on me voit bien, est-ce que je vois bien? Ça, c'est important, que ce soit à pied, en vélo, en moto. Voilà. Là où on n'a pas de carapace, de carrosserie, il faut vraiment être très prudent parce que voilà, c'est notre corps et notre intégrité physique qui est en jeu. Alors ce que je te propose, en parlant de voir, je vous propose de découvrir un sujet de sensibilisation sur les risques à vélo et tout de suite après, on continue notre entretien, d'accord ? D'accord, Bertrand. Merci. En France, le port du casque à vélo n'est pas obligatoire. Résultat, mettre un casque est loin d'être un réflexe et encore trop peu de cyclistes l'utilisent. Pourtant, faire du vélo n'est pas sans danger, comme le prouvent les chiffres de la sécurité routière. Les chiffres du vélo sont les seuls sur les bilans provisoires 2012 qui ont grimpé, puisqu'il y a eu une augmentation de 10% des tués. C'est un petit chiffre, 150 cyclistes tués. Mais 150 par an actuellement, ça fait 3 par semaine. Et ça ne décroît plus depuis quelques années. C'est quand même une préoccupation parce qu'une partie de ces décès est évitable. Évitable, mais sous certaines conditions. Le port du casque est une sine qua non. La plupart du temps, quand vous tombez à vélo, la chute s'accompagne d'un choc sur la tête. On sait que sur les 150 décès, plusieurs dizaines seraient probablement économisés si tout le monde portait un casque. Il y a un petit peu plus d'un accident corporel sur 3 où la tête est touchée directement. Et on sait que 80% des décès sont liés au traumatisme crânien. Donc la première chose qu'on serait tenté de dire, c'est port de casque, c'est même plus qu'une préconisation, c'est indispensable. Au vu des chiffres, difficile de penser autrement. D'autant plus quand on sait que parmi ces décès, les enfants ne sont pas épargnés. La tête est plus volumineuse et plus lourde en proportion du corps, surtout chez les petits enfants. Et donc quand ils chutent, ils ont plus tendance que des adultes à tomber sur la tête. C'est bien si les parents mettent un casque sur le crâne des enfants. C'est bien aussi s'ils montrent l'exemple et qu'ils mettent leur casque également. D'abord, l'enfant comprendra mieux pourquoi il met un casque. Et d'autre part, les parents seront aussi protégés. Le casque, c'est pour tout le monde. Et pour toutes les occasions. Porter un casque pour aller chercher votre pain ou vous balader à la campagne est loin d'être une aberration. C'est pas la peine de rouler à 80 km/h, voire à des vitesses supérieures, pour avoir un traumatisme crânien. Parce que chuter à vélo à 20 km/h ou 10 km/h sur la tête, ça entraîne sûrement un décès par traumatisme crânien. C'est pourquoi même les cyclistes du dimanche auraient tout intérêt à prendre exemple sur les coureurs du Tour de France qui portent désormais des casques. Laurent Jalabert, l'ancien champion cycliste, a même avoué que le casque lui avait sûrement sauvé la vie lors d'une chute. En effet, en cas de chute, son rôle est primordial. C'est lui qui va absorber l'énergie du choc et ainsi éviter le pire à votre tête, comme un traumatisme crânien dont les séquelles peuvent être très lourdes. Il y a différents degrés, traumatisme crânien léger, traumatisme crânien modéré, grave, mais dans tous les cas, on observe des troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration, du jugement, de l'autocritique. Tous ces troubles vont empêcher la personne de pouvoir se réinsérer professionnellement, scolairement ou socialement. Des troubles d'autant plus sévères qu'ils sont bien souvent difficiles à détecter au premier regard. C'est ce qu'on appelle un handicap invisible. C'est-à-dire que les personnes autour de vous peuvent ne pas mesurer ce qui se passe dans votre cerveau, dans votre tête, dans votre comportement, ne pas l'analyser. Porter un casque ne vous empêchera pas de tomber, mais il peut vous protéger du pire. Mieux vaut ne pas attendre d'y être confronté pour en être convaincu. Je roulais sur une piste cyclable entre Guérande et La Baule. Je ne sais pas ce qui s'est passé, puisque je n'en ai aucun souvenir. Mais manifestement, je suis tombée. J'ai fait un traumatisme crânien, et c'est ce traumatisme crânien qui a entraîné une perte de connaissance de 3h30. Sachant que pour les autres, j'étais tout à fait normale. C'est ça qui est absolument incroyable. Une perte de connaissance qui a changé la vie de Françoise. Après une longue hospitalisation et une période de rééducation, Françoise a perdu son travail et garde des séquelles à vie. J'ai des douleurs neurologiques au niveau de l'œil qui sont constantes. Après, il y a les troubles de la mémoire immédiate avec lequel je vis, donc je fais plein de bêtises, je me rappelle plus où je me gare, 1000 petits détails qui font que j'ai gardé des troubles de la mémoire
et je n'ai jamais pu reprendre la place que j'avais dans le cadre de mon travail. Donc ma vie professionnelle s'est arrêtée le jour de mon accident. Alors quand on pose la question du port du casque à Françoise, Probablement qu'en tombant, j'aurais eu moins de mouvement de ma tête au moment de l'impact et peut-être que cet accident ne se serait pas produit aussi grave si j'avais porté un casque. malheureusement, seulement 15% des cyclistes semblent convaincus que le casque est indispensable. Alors loin de nous l'idée de l'imposer, mais par contre de dire vraiment ça peut vous protéger, il n'y a que ça qui va vous protéger. Encore faut-il que votre casque soit le bon. Pour ça, il y a 2-3 trucs incontournables à vérifier avant d'enfourcher votre vélo. Première chose, pour qu'un casque soit fonctionnel, c'est qu'il s'ajuste parfaitement sur votre tête. Une autre chose aussi, c'est que vous puissiez le régler pour qu'il ait un bon maintien et qu'il ait une bonne solidarité sur la tête. Pour ça, le rôle de la jugulaire ou sangle d'attache est primordial. Et les sangles, elles sont composées de deux parties. Donc une partie qui vient de l'arrière, une partie qui vient de l'avant. Cette partie-là, elle est reliée par des croisillons. Il faut les mettre en dessous des lobes d'oreille parce que c'est la partie qui vous permet d'éviter au casque de basculer soit en avant, soit en arrière. Assurez-vous que votre casque est maintenu comme il faut. Le réglage idéal, 2 doigts entre la sangle et votre menton. Et comme chaque tête est différente, souvent, il y a un système de cerceau réglable avec une molette qui vous permet de bien ajuster le serrage autour de votre crâne. votre casque en main, ou plutôt sur la tête, pas question d'en faire n'importe quoi, à commencer par l'endroit où vous allez le stocker. La particularité du polystyrène, c'est que c'est un matériau qui, quand il vieillit, il perd ses pouvoirs absorbants. Si vous le laissez aux UV, vous allez avoir un casque qui va vieillir beaucoup plus vite. Si vous le laissez à l'humidité, même chose. Et de toute façon, si votre casque a subi un impact, il faut le changer. Alors Fabrice, on a pu voir dans le sujet qu'on a diffusé que les accidents, ça arrive à tout le monde et que ça peut vraiment bouleverser notre vie, bouleverser aussi notre carrière, notre métier quand on est parent par exemple, simplement. Donc il faut faire très attention. Il faut vraiment faire attention. Effectivement, dans le film, on voit la dame qui a subi cette chute en vélo, ne se souvient même plus de rien. Pendant 3 heures, elle a perdu la mémoire. Professionnellement, on a vu également que ça ralentit sa carrière. Donc il faut vraiment être très prudent. Alors il faut prendre quelques précautions d'usage avant de partir. Il faut s'assurer du bon état des pneumatiques, du bon état des freins, au niveau des câbles, au niveau des patins. Également, regardez si la selle est à bonne hauteur, c'est très important. Oui. Et si elle est bien serrée, surtout, ne pas partir avec une selle mal serrée. Est-ce que je peux prendre, si j'ai 8 ans, est-ce que je peux prendre le vélo de mon grand frère qui a 14 ans ? Non, pas du tout. Non, il faut un vélo vraiment adapté à sa taille. Ouais, ça c'est important. Voilà. Et d'ailleurs, lorsque vous vous rendez chez un vendeur de vélo, il va vous conseiller dans ce sens-là. Même pour nous les adultes, il va nous conseiller. C'est dans le bon sens. De la taille, voilà. Je ne mettrai pas le blouson de mon petit frère ni de mon grand frère. Tout à fait, ça n'irait pas du tout. Ça n'irait pas. Voilà. Et pensez également, c'est important, je me permets de le dire également, c'est la chaîne. Vérifiez que votre chaîne est bien tendue, ça c'est la première chose, et qu'elle est bien graissée, surtout. Une chaîne mal graissée, ça peut casser. Ça peut casser, et ou ça peut sauter. Ça peut sauter. Et dans ces cas-là, on ne contrôle plus le véhicule. On contrôle plus et on tombe. Car c'est un véhicule, je rappelle. Exactement. Donc voilà, prendre ces précautions, c'est déjà éviter, en partie, de se mettre en danger. Alors vous, en tant que police municipale, est-ce que vous menez des actions dans les collèges pour sensibiliser les jeunes ? Alors nous menons des actions dans les collèges, évidemment, puisque la prévention commence au plus jeune âge, où nous donnons des conseils dont je viens de parler à l'instant, voilà. À nos jeunes têtes blondes, pour qu'ils les prennent au plus jeune âge, en fait, pour qu'ils les assimilent. Plus vite on commence, mieux c'est. Plus vite on commence, plus vite on reçoit ces conseils, plus vite on en prend l'habitude, tout simplement. Et en grandissant, il conserve ses habitudes. Est-ce qu'à l'école, on passe toujours, ou est-ce qu'on passe encore, ou est-ce que c'est d'actualité, un brevet d'aptitude au code de la route ? Alors effectivement, on passe ce permis cycliste. Ce sont donc nos collègues de la police nationale, et notamment des CRS, concernant notre ville, qui se rendent dans les écoles pour aborder le permis cycliste. Fabrice, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Ces bons conseils, des bons conseils qui vont sous le coup du bon sens, bien souvent. Amis cyclistes, soyez vigilants dans vos déplacements en véhicule, en vélo. Véhicule, on peut le dire, c'est un vélo, mais c'est un véhicule. C'est un véhicule, et ben voilà, en mode urbain ou en mode non urbain, parce qu'un accident est très vite arrivé. On espère que ça va vous sensibiliser, et vraiment, pour avoir été moi-même témoin d'un accident il n'y a pas longtemps, ça arrive quand on s'y attend pas. Voilà, on se retrouve tout de suite. Merci Fabrice. Merci Bertrand.
Voilà, c'est déjà la fin de cette première partie d'émission. Tout de suite, on va laisser la parole à Hugues et Jérôme. Ils vous ont préparé l'émission Club Basket. On va revenir sur le match SQBB Évreux. Et d'ailleurs, j'en tenais à remercier l'ensemble de l'équipe qui se mobilise chaque samedi où il y a un match à domicile pour vous permettre de vivre ce match en direct ou en différé le dimanche à partir de 17h sur les antennes de ma télé, canal 34 de la TNT ou sur l'application iPhone. Et oui, vous pouvez télécharger cette application sur l'Apple Store gratuitement pour pouvoir vivre ou revivre nos aventures. Voilà, j'ai bien été bavard pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous laisse en compagnie de Hugues pour Club Basket. À demain. Ciao, ciao. Chers amis sportifs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Club Basket pour cette nouvelle édition. Alors comme vous pouvez le constater, nous avons le sourire ce week-end. Et oui, le SQBB a remporté son match à domicile face à un gros de la division. C'était face à Évreux, c'était samedi. Et ce que je vous propose tout de suite pour commencer cette émission, c'est de revenir sur un très beau sujet et surtout très complet sur ce superbe match de SQBB face à Évreux. C'est parti. Samedi soir au Palais des Sports, il ne fallait pas rater le choc de ce début de championnat. En effet, le collectif de Sébastien Lambert rencontrait Évreux, une équipe solide qui sort d'une belle saison 2012-2013 et qu'il fallait prendre très au sérieux. Rencontrés à la sortie du match, Thierry Ponce et Sébastien Lambert nous ont livré leurs sentiments sur la rencontre. Je pense que c'est vrai que défensivement on a fait un gros match. Je pense que ça a été la clé surtout en deuxième mi-temps. On a eu un passage où pendant 5-6 minutes, c'est vrai que le score a été très serré, on a très peu marqué. Mais c'est vrai que bon, le panier de Rachid à la fin nous fait passer à plus 5 et nous fait plus 7 et nous fait un grand bien. Mais c'est vrai que c'était un match vraiment très âpre et dur. Voilà, on peut se dire que voilà, on a passé un cap par rapport au début de saison et que le match du Portel la semaine dernière nous a apporté beaucoup. On savait que c'est une équipe qui jouait dur et très, très physique. Après, bon, le match de Saint-Vallier, voilà, c'est vrai que malheureusement on n'était pas dans les conditions pour faire un bon match. On défendait pas, donc c'est vrai qu'on a encaissé énormément de points. Et là, ce qui nous permet de nous relancer. Maintenant, la saison est longue, il y a encore 38, 39 matchs. Donc c'est vrai que ça va être compliqué, mais bon, voilà, c'est important d'avoir réussi à gagner ce match-là. On s'est un petit peu protégé des fautes et de l'arbitrage en premier quart-temps, ce qui fait qu'on encaisse 26 points. Maintenant, ce qu'il faut retenir aussi ce soir, c'est surtout les 42 points qu'on encaisse sur les 3 suivants. C'est là où on gagne le match. De toute façon, face à Évreux, on ne peut pas se permettre de partir dans des matchs offensifs parce que ça défend dur, on l'a vu de toute façon. Donc il fallait être dans l'engagement physique, dans l'implication défensive, il fallait être très solide ce soir pour l'emporter. Et maintenir Évreux à moins de 70 points, c'était un gage de réussite au moins à 75%. C'est ce qu'on a fait ce soir. Darnell nous donne aussi son sentiment sur ce qui a fait basculer la rencontre. Experience. I think it was experience. We have an older team. Rashid, Nigel, myself, Steve, we had a good part of it. We controlled the tempo. And Nigel and Rashid hit some big shots at the end. Très peu de rotation sur le terrain, le 5 majeur dispute une grande partie du match, à l'exception de Julien Lessieux qui récolte de sa première évaluation négative en 4 ans, comme nous l'explique Darnell. Well, he's the number one French player, so a lot of attention goes to him. So I'm pretty sure on the scouting report they focus on Julien Lessieux. But he played hard on defense. He helped what he can do. And the most important thing was the victory. And next game, he will be better. Il n'est pas vraiment dans son match. Bon, voilà, ça arrive. C'est la première fois en 4 ans qu'il fait une éval négative. Maintenant, c'est tout. On a ouvert le banc en première mi-temps avec Anto Racine à 11 minutes. Derrière, il faut gagner le match. Donc, à partir du moment où ça défend bien et qu'on est stable, il n'y a aucune raison d'ouvrir le banc. À un moment, ça fait partie du jeu. Le match de ce soir, il est plus important, entre guillemets, que le match de mardi. Entre guillemets, parce que le match de mardi est important. C'est un choix tactique. C'est tout. J'assume pleinement le choix de ne pas avoir ouvert le banc ce soir, tout simplement. Du côté du coach adverse, Lamine est forcément moins réjoui. Rémi Valin nous donne son analyse vue de l'autre banc de cette rencontre. Quand on enflamme un peu le match au début, qu'on court, qu'on respecte le plan de match, c'est-à-dire les agresser, bon, défensivement on n'y est pas, mais au moins en attaque on fait les choses. Et après voilà, c'est des gamins et puis ça joue avec le frein à main.
Et puis voilà, quoi. Et puis à la fin, on prend des mauvaises décisions. Voilà. Puis on prend une leçon à l'évaluation, 89-65. Voilà, avec un 5 majeur à 86 d'éval en face, quoi. Et là, on a vu clairement qu'on tenait le choc sur le 5 majeur. Mais que derrière, quand Saint-Quentin, ils ont joué à 6-7, 7-6, derrière, on n'a pas eu le répondant pour tenir sur les 40 minutes. Et c'est la réalité d'une équipe qui se reconstruit avec des joueurs qui viennent de National 1, avec des joueurs qui sortent d'espoir de Pro A, d'une réalité d'une équipe Évreux qui est annoncée 11e masse salariale, mais qui est plus 13e, 14e, si c'est correctement fait, voilà. Et voilà, donc nous on va progresser, les garçons apprennent. Il n'y a pas de honte à perdre là, on prend de l'expérience. Et puis voilà, on a un an pour travailler, pour accrocher des matchs. J'ai senti les joueurs marqués par cette défaite. Donc je sais, c'est un groupe qui est travailleur, on va progresser, mais bon, voilà, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Greg Lambert, qui était aux commentaires les semaines précédentes, aux côtés de Hugues, a lui aussi une analyse assez pointue de ce match. Là j'avais un autre regard, c'est vrai que puisque de là-bas on voit pas toujours bien les contacts et tout ça, et là c'est vrai que ça brassait fort là, dans la raquette là, et même les démarquages, quand les mecs y coupaient, on voyait que ça accrochait bien. Et vraiment un match super physique à l'intérieur. Évreux va vraiment, à mon avis, poser beaucoup de problèmes à pas mal d'équipes cette année. Et puis Saint-Quentin a fait un super match, quoi. Donc les deux compilés font que ça fait un super match ce soir. Là, je pense qu'ils avaient consigne parce que Évreux est quand même très costaud à l'intérieur, donc de vraiment faire attention, parce que s'ils étaient aussi négligents qu'ils l'ont été contre Saint-Vallier et puis Nantes, voilà, ils se faisaient démonter au rebond totalement. Donc là, je pense qu'ils ont... Bon, il y a eu 2-3 rebonds qui sont passés par-ci par-là, à la trappe, mais globalement, je crois qu'ils ont bien verrouillé le rebond là ce soir. Effectivement, on s'en souvient, le rebond avait été un point noir du match dernier à domicile, mais le faux pas semble être oublié pour les supporters, comme pour le président qui nous parle tous les deux de ce collectif. Superbe, quoi. Ils ont fait un sacré match. Ça efface un peu Saint-Vallier, quoi. Faut que ça continue comme ça le plus longtemps possible. Je pense que tous les matchs seront compliqués, très durs. On l'a encore vu ce soir, Évreux, c'est pas une petite équipe. Ils vont rencontrer ça tous les week-ends, donc il faut qu'ils s'attendent à avoir quelque chose de très dur à chaque fois. Donc c'est très bien pour tout le monde. C'est vrai que Saint-Vallier, on va oublier. Maintenant, il y a d'autres gros matchs, Boulazac, et Reims. Donc c'est pas fini, quoi. Faut continuer comme ça. On la sent bien depuis le départ. Après, on sait qu'il allait falloir une période d'adaptation. C'est des joueurs qui ne se connaissaient pas vraiment, même s'ils ont déjà un peu évolué ensemble, mais on a tout recréé. Donc le collectif, c'est ce qui est le plus important. Et ils ont encore une marge de progression. Là, on a montré deux belles prestations. Le Portel, ça a rattrapé un peu Saint-Vallier, et puis ce soir, ça a confirmé. Maintenant, voilà, on va pas s'enflammer, on va continuer à répéter les fondamentaux, et puis ils ont encore une marge de progression, je pense. Ce match gagné, il reste 2 objectifs à tenir pour le collectif, à commencer par le prochain match et la préparation de l'enchaînement des rencontres avec 2 matchs par semaine. Boulazac, si on gagne, ce sera un peu la cerise sur le gâteau, hein. Ils viennent de perdre chez eux en plus, là, donc ils vont avoir la pression contre nous. C'est pas un des matchs qu'on s'est fixé comme objectif pour aller le chercher. Maintenant, si on peut le prendre, on ira le prendre, mais ça serait la cerise. La cerise sur le gâteau, on s'était fixé 3 victoires en 5-6 matchs en attendant que Jimal revienne. Bon voilà, on y est. Maintenant, si on peut aller chercher Boulazac, on le fera. Ils vont jouer leur chance. On ira là-bas sans pression, donc ça c'est bien. Ça sera un match dans la... De toute façon, tous nos matchs du mois d'octobre sont dans la lignée de celui de ce soir et de celui du Portel. Donc c'est pour ça que ce soir, c'était important de confirmer cette implication défensive qu'on pouvait avoir. On va avoir le même discours à Boulazac. Si on peut faire un coup à Boulazac chez une équipe qui est un peu sous pression parce qu'ils viennent de perdre ce soir d'un point contre Rouen, on va pas se gêner, on va jouer le jeu à fond, et puis derrière on se préparera pour Châlons. Ce qui est clair là, c'est qu'on va avoir une semaine qui va être basée plus sur la récupération que sur l'entraînement. Forcément, demain matin on fait une récup, on va faire un entraînement avant de partir en déplacement à Boulazac. Mercredi on va laisser off, sauf si vraiment on se comporte mal là-bas.
Et puis voilà, on va baser sur la récup et préparer les matchs plus tactiquement que physiquement. De toute façon, physiquement, on est bien. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'entraînement parce que bon, ça va vraiment être axé sur la récupération, les massages et tout ça, je pense. Et jouer sur les rotations, je pense. Là, ça va être important de faire tourner un peu plus le banc peut-être pour faire participer tout le monde et puis reposer un peu les organismes. Donc, je pense il y a Thomas là qui est spécialiste aussi là-dedans. Donc, et puis il y a quand même un staff médical derrière qui va permettre de bien récupérer, je pense. Voyons justement avec les joueurs ce qu'ils pensent devoir faire évoluer dans leur entraînement pour passer cette phase difficile. Élément de réponse avec Darnell Williams. Well, we can't do too much in practice. I think we need to practice lightly, go over the plays and details. Like I said, we have a lot of experience, so you don't need to practice this. You have it or you don't have it. Enfin, pour être tout à fait complet, n'oublions pas qu'aujourd'hui doit rentrer Djimal dans le collectif. Nous sommes allés prendre des nouvelles sur ce retour. Son retour est programmé, ouais, pour l'instant les plans n'ont pas changé, il sera là le 15, donc il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant faudra juger de son état physique quand il arrive, en espérant qu'il ait pu aussi continuer à se préparer un petit peu. Maintenant on verra quand il sera là et on essaiera de l'intégrer plus facilement possible, mais plus rapidement possible. Mais il connaît déjà tout le monde, il connaît la maison, donc l'intégration devrait se faire rapidement. Ouais, je ne me fais pas de soucis par rapport à Djimal. Je pense que les gens se font plus de soucis que nous par rapport à Djimal. On connaît sa valeur, et humaine et sportive. On connaît sa faculté de gérer une équipe et son leadership. C'est pour ça que c'est bien qu'on tourne bien sans Djimal aussi. Et c'est pour ça que la victoire de ce soir, elle était importante. Parce qu'il va pouvoir se fondre dans le collectif tranquillement. Il y a Olivier Romain qui est très très bon en ce moment. Donc on va pouvoir donner un petit peu de temps à Djimal pour arriver. Djimal Ball, c'est pas Zoro, ça va pas être Zoro. On sait ce qu'il peut nous apporter. Voilà, on a une équipe qui tourne aujourd'hui, ça sera forcément un plus. Voilà, donc on va lui laisser le temps, de s'installer, de connaître ses partenaires parce qu'il a fait qu'une semaine d'entraînement avec. Et puis voilà, on va gérer tranquillement. Ne vous inquiétez pas. Bilan positif donc pour ce match, décrypté par les experts du SQBB. Et oui, une équipe qui tourne, pour reprendre les propos de Seb. C'est vrai que cette équipe a vraiment fait une très très belle sortie samedi. Elle a surtout conforté sa belle performance également face au Portel. Donc voilà, Saint-Quentin qui se repositionne, Saint-Quentin qui a recadré certaines choses suite au match de Saint-Vallier. Ce que je vous propose, c'est tout de suite aussi de revenir en image sur des choses quand même qui ont fait un petit peu défaut sur cette première partie de match, globalement, où Saint-Quentin prend pas mal de points dans le premier quart. On finit avec 26 points pris. On va voir que cette équipe d'Évreux joue vraiment sur ses atouts qui sont la vitesse. On l'avait présenté, cette équipe d'Évreux dans le club basket la semaine précédente. Il n'y avait pas beaucoup de taille à l'intérieur, mais on savait que ça allait très très vite et elle savait surtout jouer sur la pénétration. Et vous allez le voir à nombreuses reprises avec ce diable de Givens là qu'on a à l'écran, qu'il a franchement pu côtoyer le cercle très très souvent. On lui a laissé pas mal de place, pas mal d'espace et il s'est engouffré dans les brèches, jusqu'à un moment où il a été légèrement blessé, mais regardez à quel point les pénétrations en tout cas ont été importantes et puis la présence au rebond aussi que Seb a recadré, mais il y a eu malgré tout quelques défaillances sur ces buts de match, mais ça a été franchement très très bien repris à la sortie de vestiaire. Là on voit encore un drive, alors ça ne passe pas à ce moment-là, mais en tout cas ils ont réussi à rentrer de nombreuses fois balle à la main pour aller attaquer le cercle. Saint-Quentin n'a pas encore assez verrouillé sa raquette sur ce match-là, et notamment avec Walker qui s'est enflammé sur la fin de période. Là, il met un panier venu un peu de nulle part. Mais bon, en tout cas, on a su contenir quand même cette équipe. Sur la fin de match, ça a vraiment joué très très fort. Le dernier quart est très serré, avec 14-12 seulement, 14 points marqués pour le SQBB et 12 pour cette équipe d'Évreux sur le dernier quart. C'était un quart très très défensif, très intensif. Mais c'est vrai que sur la fin de période, l'équipe de Seb a plutôt bien géré. Et puis voilà, on a su emmener le public, comme vous pouvez le voir sur les écrans, le public qui était chaud. Et puis voilà, cette équipe d'Évreux qui n'arrivait plus à passer en pénétration. On avait vraiment verrouillé l'accès au cercle. Ils ont été obligés d'aller jouer un petit peu plus à l'extérieur, en tir à 3 points. Ils en ont mis quelques-uns, mais bon, sur la fin de période, là on le voit, il reste globalement moins de 30 secondes à jouer. Et cette équipe d'Évreux sait qu'elle a perdu. Et en tout cas, Saint-Quentin fait une très très belle opération sur son terrain.
même si là, Olivier gâche un petit peu la dernière possession de balle, mais bon, en tout cas, on ne peut vraiment pas lui reprocher cette dernière passe, parce que l'équipe a été vraiment admirable, encore une fois, avec beaucoup de courage, beaucoup de solidarité. Un petit coup de chapeau aussi à Rashid White, qui vraiment conserve un niveau de stats assez élevé. Il était à quasiment 19 points de moyenne avant le match. Il sort encore 15 points sur ce match-ci. Donc on espère qu'il sera très très chaud pour les matchs à venir, notamment ce soir pour affronter Boulazac. Alors ce que je vous propose tout de suite, c'est de revenir en images également sur les résultats de cette journée, parce qu'il y a eu deux grosses surprises. Pas deux, mais des grosses surprises, pardon, avec les gros qui sont tombés. Et c'était vraiment le match qu'il ne fallait pas perdre pour Saint-Quentin, parce que Fos-sur-Mer est tombé face à Denain. Chalon-Reims toujours, on va en parler un petit peu plus tard, mais bon, ils sont tombés également. Boulazac perd d'un point à la maison. Boulogne-sur-Mer aussi se fait trier. Donc aujourd'hui, plus aucune équipe est invaincue dans ce championnat de Pro B. Et voilà, vous avez le classement tout de suite. Donc Chalon qui est en tête, on va en parler juste après. Boulogne deuxième avec 80%, et puis derrière, il y a un petit regroupé à 60% avec Évreux, Poitiers, Le Portel. Et on va voir l'équipe de Saint-Quentin et Roulant. Donc encore 6 équipes à 60% de gains. Et puis Boulazac qui est juste derrière avec 40%. Donc Boulazac, il va falloir aller gagner là-bas ce soir. C'est pas facile, mais je pense qu'on peut faire un coup. Et puis surtout que si on arrive à garder cette dynamique, ça nous permettra d'engranger encore un petit peu plus de points et surtout de la confiance avant d'entamer le match face à Chalon-Reims. Alors, samedi, à mes côtés, vous avez pu découvrir, ou redécouvrir plutôt, Jean-Guy Pellis. Je l'ai présenté, c'est vraiment un ancien du club, un amoureux du SQBB. Il a joué avec le maillot pendant les plus grandes années du club. Et c'est un Rémois de cœur. Donc il sera encore une fois à mes côtés ce week-end pour commenter ce derby. Parce que vous savez, ça va être un match très très chaud face à Chalon-Reims. Le Palais des Sports va être en effervescence. Alors, comme chaque semaine, je vous propose tout de suite de découvrir en images cette équipe de Chalon-Reims. On va faire un petit zoom justement sur les joueurs à surveiller. Alors donc il y a Tortosa qui est un ailier qui aujourd'hui n'a pas encore trop joué avec cette équipe de Chalon. Pazalex aussi également, et l'homme à surveiller, c'est lui, c'est Slay à l'intérieur. Slay qui tourne déjà à plus de 13 points de moyenne. C'est globalement l'homme clé de cette équipe. Il y a du poids, il y a de la taille également à Chalon-Reims, mais bon, il faudra encore une fois être très très vigilant comme on a pu l'être. On a réussi à contenir un petit peu Givens dans cette équipe d'Évreux, et puis Walker sur la fin de période. Il va falloir aussi savoir fermer l'accès au cercle et verrouiller vraiment ce Slay pour limiter son accès au panier à l'intérieur. Il va y avoir du boulot. Donc Julien, Darnell et puis Nigel, il va falloir vraiment se serrer les coudes pour empêcher ces joueurs de Chalon-Reims de jouer. Et puis vous, public, j'espère que vous serez toutes et tous au rendez-vous. Voilà, donc c'était la bonne première nouvelle du week-end. Il y en a eu plein d'autres pour le SQBB, notamment la deuxième victoire pour l'équipe de Christophe Horn avec le SQBB2 qui engendre et qui est maintenant à 50% de victoire. On va regarder également le panneau des résultats. Donc ça y est, la saison est lancée. Le compte à rebours aussi pour l'équipe de Christophe est lancé. Il disait il faut 8 victoires pour pouvoir rester vraiment dans cette division. La Nationale 3, c'est vraiment très très tendu, donc bravo à cette équipe de Saint-Quentin qui arrive à s'imposer face à Saint-Queux et assez largement en plus. Donc on va voir où Saint-Quentin se repositionne. Alors il y a toujours Cambrai et puis Ardres qui sont en tête et encore invaincus dans cette division. Mais bon, Saint-Quentin se repositionne bien, voilà, à la 7e place avec 50% de victoire. Donc c'est plutôt une bonne opération pour l'équipe de Christophe. Il faut vraiment continuer comme ça. Et puis le maintien sera assuré le plus tôt possible dans la saison. Alors pour être tout à fait complet sur les résultats du week-end, on va revenir aussi sur l'équipe 3 des SQBB qui jouait face à Gauchy. C'était un derby aussi, il y a beaucoup de derbys dans cette division de Prénat. Et l'équipe de Saint-Quentin, malheureusement, s'est inclinée face aux voisins de Gauchy, s'est incliné de 7 points. Gauchy qui est costaud, qui est aussi connu dans la division. Et puis Marny qui se refait un petit peu avec cette victoire à Creil, c'était pas chose faite. Amiens qui se fait accrocher à l'extérieur. Et puis Montataire, toujours aussi physique, qui arrive à passer 90 points
à Chantilly. C'était franchement pas évident. Puis coup de chapeau aussi à Beauvais qui passe la barre des 100 points, mais bon, qui se repositionne simplement au classement. Donc Logo Amiens toujours en tête avec Gauchy. Et puis donc SQBB qui se repositionne malgré cette défaite à 67%, pas trop mal en 4e place. Bon, normalement, ça doit être fait pour le maintien, pour les équipes de Prénat, pour la division de Saint-Quentin Basketball, le Saint-Quentin 3. Alors voilà, on va en tout cas croiser les doigts pour ce soir, encourager notre belle équipe de Saint-Quentin qui se déplace à Boulazac. C'était déplacement en avion, bref, c'est jamais très évident de récupérer. Mais on sait qu'ils vont encore une fois y aller en mode commando et essayer de nous ramener la victoire et surtout les